La petite de 8 ans m'appelait papa. L'adolescent de 16 ans couvrait sa mère infidèle. Quand j'ai découvert qu'il manquait 47 000 $ dans nos économies et que ses emails secrets s'étalaient sur 2 ans, j'ai su que rester me tuerait. Alors, j'ai disparu sans dire un mot. Je m'appelle Daniel Harris. J'ai 44 ans et je travaille comme distributeur de pièces industrielles pour des entreprises manufacturières réparties dans tout le Midwest. C'est un travail solide, fiable, équipé bien. Mais ça signifie que je suis sur les routes 3, parfois 4 jours par semaine, à visiter des clients dans le Michigan, l'Indiana, l'Ohio, pour vérifier leurs besoins en stock, négocier des contrats et conclure des ventes. Je fais ça depuis près de 20 ans maintenant. Je me suis bâti une réputation de fiabilité et de résultats. Je suis doué dans ce que je fais, vraiment doué. J'ai rencontré Jennifer lors d'une collecte de fonds pour une association caritative à Columbus dans l'Ohio à l'automne 2013. L'événement était l'un de ces dîners de gala rasoir où les entreprises locales font semblant de s'intéresser aux causes communautaires tout en faisant du réseau. Je n'avais pas particulièrement envie d'y être, mais mon entreprise avait acheté une table. Alors j'y suis allé. C'est là que je l'ai vue, debout près de la table des enchères silencieuses, ses cheveux bruns tirés en une queue de cheval lâche, portant cette robe bordeaux qui semblait rayonner sous les lumières de la salle. Elle avait 2 enfants avec elle, une petite fille d'environ 3 ans qui s'agrippait à sa main et regardait tout avec de grands yeux émerveillés et un préadolescent avachi à côté d'elle, l'air profondément ennuyé et agacé. Je m'en suis approché, j'ai fait un peu la conversation sur les objets mis aux enchères et en quelques minutes, nous étions plongés dans une discussion passionnante. Elle s'appelait Jennifer, elle avait 36 ans à l'époque et elle travaillait dans le marketing pour une entreprise régionale de soins de santé. Elle était mère célibataire et gérait tout toute seule. Le père des enfants avait été instable dès le début, plus absent que présent, et avait fini par disparaître complètement environ 1 an avant notre rencontre. Elle ne le disait pas avec amertume, elle l'énonçait simplement comme un fait, comme si elle avait depuis longtemps fait la paix avec l'idée de tout faire en solo. J'ai tout de suite été attiré par elle, pas seulement par son physique, bien qu'elle fût magnifique, mais par sa force. La façon dont elle conciliait sa carrière et ses enfants sans se plaindre. La façon dont elle riait facilement malgré le poids qu'elle portait sur ses épaules. Nous avons échangé nos numéros ce soir-là et, en l'espace de 2 semaines, nous sortions ensemble. En 6 mois, nous étions inséparables. Lily, la petite fille qui avait 3 ans quand nous nous sommes rencontrés, s'est tout de suite attachée à moi. Elle courait vers la porte quand j'arrivais, les bras tendus, en criant « Dani !» de cette petite voix précieuse qui me faisait fondre à chaque fois. Je la soulevais, la faisais tournoyer et elle gloussait comme si je venais de faire un tour de magie. Brandon, en revanche, c'était une autre histoire. Même à 11 ans, il me regardait avec méfiance, comme si j'étais un intrus essayant de remplacer quelqu'un dont il se souvenait à peine, mais à qui il m'en voulait quand même de ne pas être. Je me disais qu'il finirait par s'adoucir. Les enfants ont besoin de temps, non? Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie au printemps 2014, juste la famille et quelques amis proches. J'ai emménagé dans sa maison en banlieue de Columbus, un modeste plein-pied de 3 chambres avec un jardin qui avait désespérément besoin d'entretien. Ça ne me dérangeait pas. Je me suis investi corps et âme pour être le mari qu'elle méritait et la figure paternelle dont ses enfants avaient besoin. J'entraînais l'équipe de foot de Lily le samedi matin. J'aidais Brandon avec ses devoirs d'algèbre, même quand il levait les yeux au ciel et soufflait à chaque explication que je donnais. Je m'assurais que Jennifer ait tout ce dont elle avait besoin pour continuer à s'épanouir dans sa carrière. Pendant les 2 premières années, c'était bien, c'était juste. Je pensais que nous construisions quelque chose de solide, quelque chose qui durerait. Mais vers la fin de l'année 2017, les choses ont commencé à changer. De façon subtile d'abord, puis indéniable. À la fin 2017, la femme que j'avais épousée a commencé à ressembler à une étrangère vivant sous mon toit. Les horaires de travail de Jennifer sont devenus de plus en plus erratiques, imprévisibles, et d'une manière qui ne collait pas, peu importe les efforts que je faisais pour y trouver un sens. Elle partait au bureau à 7 heures du matin et ne rentrait pas avant 21 h ou 22 h, parfois même plus tard. Quand je lui posais des questions sur sa journée, elle me donnait des réponses vagues sur des réunions avec des clients et des échéances de projets, ses yeux ne croisant jamais tout à fait les miens. « C'est juste un trimestre très exigeant », disait Jennifer, la voix fatiguée mais évasive. « Une fois qu'on aura lancé cette campagne, les choses se calmeront. » Mais les choses ne se sont jamais calmées. Au contraire, elles ont empiré. Je voyageais beaucoup moi-même pendant cette période, visitant des usines de fabrication à Détroit, Cleveland, Indianapolis, passant parfois la nuit sur place quand les réunions s'éternisaient. J'appelais à la maison le soir, j'avais envie d'entendre sa voix, de me sentir connecté à elle malgré la distance. Le plus souvent, elle ne répondait pas. Quand elle finissait par rappeler des heures plus tard, elle disait qu'elle était en réunion, que son téléphone était sur silencieux, qu'elle était trop occupée pour le regarder.
L'intimité entre nous a complètement disparu. Nous sommes passés de faire l'amour régulièrement à peut-être une fois par mois. Et même là, c'était mécanique, comme si elle faisait juste acte de présence pour m'empêcher de poser des questions. Quand j'essayais d'initier quoi que ce soit, elle prétextait l'épuisement, des maux de tête, le stress du travail. J'essayais d'être compréhensif. Je me disais que les carrières exigent de parfois tout ce que vous avez et qu'il ne reste plus rien pour le reste. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Je ressentais dans mes tripes ce système d'alarme instinctif que les hommes ignorent à leurs risques et périls. Les enfants l'ont remarqué aussi, surtout Lily. Elle avait 7 ans à l'époque, assez grande pour sentir la tension, même si elle ne pouvait pas la formuler. Elle grimpait sur mes genoux pendant que je regardais la télé et demandait « Pourquoi maman est toujours partie, Dani ?» Ses grands yeux bruns scrutaient tout mon visage à la recherche de réponses que je n'avais pas. « Elle travaille très dur, ma chérie », lui disais-je en lui caressant les cheveux. « Elle fait des choses importantes. » Brandon, quant à lui, semblait presque se réjouir de la distance qui s'installait entre Jennifer et moi. Il arborait un sourire en coin quand elle passait devant moi sans dire un mot ou quand elle prenait un appel et disparaissait dans la chambre pendant 1 heure. À 15 ans, il était devenu plus hostile à mon égard, plus ouvertement irrespectueux. Quand j'essayais d'imposer une quelconque règle à la maison, comme des couvre-feux ou des limites de temps de jeux vidéo, il me rétorquait que je n'étais pas son père, la voix dégoulinante de mépris. « Je sais que je ne suis pas ton père, Brandon », répondais-je en gardant une voix calme. « Mais je suis un adulte dans cette maison et tu dois faire preuve de respect. » Il riait, un son cruel qui me rappelait à quel point il détestait ma présence. Jennifer ne m'a jamais soutenu dans ces moments-là. Soit elle ignorait complètement les affrontements, soit elle me disait en privé que j'étais trop dur avec lui, qu'il traversait juste une phase. Un vendredi soir de décembre, je suis rentré plus tôt que prévu d'un voyage à Fort Wayne. Ma dernière réunion avait été annulée et j'avais roulé d'une traite, impatient de faire la surprise à Jennifer, peut-être de l'emmener dîner pour essayer de renouer les liens. Quand je me suis garé dans l'allée à 18h30, sa voiture était déjà là, ce qui m'a surpris vu qu'elle rentrait si tard ces derniers temps. Je suis entré par le garage en l'appelant. « Jennifer ?» Et je suis rentré plus tôt. Pas de réponse. La maison était silencieuse, à l'exception du son de la télévision dans le salon où Brandon était affalé sur le canapé, les yeux rivés sur un jeu vidéo violent. Il m'a à peine regardé quand je suis passé. « Elle est où, ta mère ?» lui ai-je demandé. Brandon a haussé les épaules sans quitter l'écran des yeux. En haut, encore au téléphone. J'ai monté l'escalier, mes pas s'enfonçant lourdement dans la moquette. J'entendais sa voix venant de notre chambre, basse et intime, le genre de ton qu'on n'utilise pas pour des appels professionnels. Je me suis arrêté devant la porte, la main sur la poignée, et j'ai écouté. « Tu me manques aussi », disait Jennifer. Sa voix était douce, presque tendre. Je sais que c'est dur, mais on doit faire attention. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis resté là, figé, chaque instinct me hurlant de défoncer cette porte et d'exiger des explications. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être que je n'étais pas prêt à l'affronter. Peut-être que j'avais besoin de plus de preuves avant de tout détruire. Je me suis retourné et je suis redescendu, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, l'esprit bouillonnant de penser que je ne voulais pas avoir. C'est à ce moment-là que tout a basculé. J'ai passé tout le week-end dans le brouillard, mon esprit repassant cette conversation téléphonique en boucle. « Tu me manques aussi. On doit faire attention », ces mots résonnaient dans ma tête à chaque instant de silence. À chaque fois que Jennifer passait devant moi sans me regarder dans les yeux, à chaque fois qu'elle prétendait devoir faire des courses seule. Le lundi 5 février, au matin, tout est devenu très clair. Je devais partir pour un voyage de 3 jours à Milwaukee, pour des réunions avec un gros client au sujet d'un nouveau contrat d'approvisionnement. Jennifer connaissait mon emploi du temps par cœur. Elle avait même mentionné ce matin-là, au petit déjeuner devant les enfants, qu'elle travaillerait probablement tard toute la semaine vu que je serais absent de toute façon. Mais au moment de charger mon sac de voyage dans mon pick-up, quelque chose en moi s'est rebellé. Je ne pouvais pas partir, pas sans savoir la vérité. Je suis sorti de l'allée comme d'habitude, j'ai roulé jusqu'au bout de notre rue, puis j'ai fait demi-tour et me suis garé 3 maisons plus loin d'où j'avais une vue dégagée sur notre maison. J'ai appelé mon client, j'ai inventé une excuse à propos d'une urgence familiale et j'ai tout reprogrammé pour la semaine suivante. Puis j'ai attendu. 2 heures ont passé. À 10h30, la voiture de Jennifer est sortie de l'allée. Je l'ai suivie à distance, le cœur battant contre mes côtes. Elle ne s'est pas dirigée vers son bureau en centre-ville. Au lieu de ça, elle a conduit jusqu'à un centre commercial du côté ouest et s'est garée sur le parking d'un hôtel milieu de gamme devant lequel j'étais passé des centaines de fois sans jamais vraiment y prêter attention. Je me suis garé plusieurs rangées plus loin et j'ai observé. Jennifer est restée dans sa voiture pendant quelques minutes, vérifiant son téléphone, arrangeant ses cheveux dans le rétroviseur, puis une BMW grise s'est arrêtée à côté d'elle. Un homme en est le sorti, grand, la fin de la trentaine, portant des vêtements coûteux qui respiraient de l'argent.
Il s'est dirigé vers sa voiture, a ouvert la portière et Jennifer est sortie, en souriant d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Ils se sont enlacés. Pas une étreinte amicale, l'étreinte d'amant. Ses mains sur le bas de son dos, les bras de Jennifer autour de son cou, leurs corps pressés l'un contre l'autre. Puis il l'a embrassée, longuement et passionnément, là, en plein milieu du parking, comme s'il n'avait aucun souci au monde. Je suis resté assis là, serrant mon volant si fort que mes jointures en étaient de blanches. Mon souffle devenait court et saccadé. Une part de moi voulait bondir hors de la voiture, les confronter tous les deux sur le champ, exiger des réponses. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais besoin de tout voir, besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire. Ils sont entrés ensemble dans l'hôtel, le bras de l'homme autour de sa taille, elle riant à quelque chose qu'il venait de dire. J'ai attendu 5 minutes, puis je les ai suivis à l'intérieur. Le hall était banal, conçu pour l'anonymat. Cachés derrière un kiosque à journaux, je les ai regardés entrer dans l'ascenseur, j'ai vu les chiffres grimper jusqu'au 3e étage, je ne pouvais pas monter. Je ne pouvais pas les regarder entrer ensemble dans une chambre. J'en avais vu assez. Mon mariage était terminé, et je venais de le voir mourir sur le parking d'un hôtel un lundi matin. Je suis retourné à mon pick-up, je me suis assis au volant, et pour la première fois en 20 ans, j'ai craqué. Pas de gros sanglots dramatiques, mais des larmes silencieuses que je ne pouvais pas contrôler, ma poitrine se soulevant sous l'effet d'une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. La femme avec qui j'avais construit ma vie, la femme à qui j'avais tout donné, venait d'entrer dans une chambre d'hôtel avec un autre homme, sans la moindre once d'hésitation ou de culpabilité. Au bout de 20 minutes, je me suis repris. J'ai démarré le moteur et j'ai roulé. Pas vers la maison, mais vers un bar à la périphérie de la ville. Un bouge devant lequel j'étais passé un nombre incalculable de fois sans jamais y entrer. Il était à peine midi, mais j'avais besoin d'un verre. Et j'avais besoin de réfléchir sans les questions innocentes de Lily ou les regards suffisants de Brandon. La serveuse, une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants, m'a servi un whisky sans me juger. « Dure journée ?» a-t-elle demandé. « On peut dire ça », ai-je répondu, la voix brisée. Je suis resté là pendant 1 heure, sirotant mon verre, l'esprit passant en revue toutes les options. Confronter Jennifer immédiatement, rassembler plus de preuves, parler d'abord à un avocat. Chaque option me semblait impossible. Chacune m'obligeant à admettre que mon mariage était un mensonge. Quand j'ai quitté ce bar, je savais une chose avec une certitude absolue. J'en avais fini. Je n'allais pas la supplier. Je n'allais pas lui demander de me choisir. Je n'allais pas m'humilier en essayant de sauver quelque chose qu'elle avait déjà détruit. J'allais partir tranquillement et définitivement, selon mes propres conditions. Mais d'abord, il me fallait un plan. Les 2 semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Je faisais comme si de rien n'était, voyageant pour le travail, rentrant à la maison, m'asseyant à table avec Jennifer et les enfants, comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, je planifiais méthodiquement ma sortie. Je ne pouvais pas confronter Jennifer. Chaque fois que j'y pensais, je l'imaginais tout nier, essayer de me manipuler pour me faire croire que j'étais fou ou paranoïaque, peut-être même retourner complètement les enfants contre moi. Brandon adorerait cette opportunité. Alors, à la place, j'ai commencé à rassembler des informations, discrètement, prudemment. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les divorces à Cleveland, quelqu'un d'assez loin pour que la nouvelle ne remonte pas jusqu'à Jennifer par des connaissances communes. L'avocate, une femme brillante nommée Patricia Reynolds, m'a exposé mes options lors d'une consultation téléphonique pendant que j'étais assis dans mon pick-up devant une usine de fabrication. L'Ohio est un état de divorce sans égard à la faute, a expliqué Patricia. Mais les preuves documentées aident, surtout en ce qui concerne les irrégularités financières. Vérifiez vos comptes communs, vos cartes de crédit, toute habitude de dépenses inhabituelle. Le soir même, alors que Jennifer était censée être à une autre réunion de travail tardive, je me suis connecté à nos comptes bancaires. Ce que j'y ai découvert m'a fait bouillir le sang. Au cours des 18 derniers mois, il y avait eu des transferts réguliers de notre compte d'épargne commun vers un compte externe que je ne connaissais pas. Des petites sommes au début, $500 par-ci, $1000 par-là. Mais elles étaient devenues plus importantes et plus fréquentes. Au total, près de $47 000 avaient disparu des économies que nous bâtissions pour acheter une maison plus grande. J'ai fait des captures d'écran de tout, je les ai transférées sur une adresse email privée que Jennifer ne connaissait pas, et j'ai créé une sauvegarde sur une clé USB que je gardais dans mon pick-up. La découverte suivante s'est faite par pur hasard. Jennifer avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le comptoir de la cuisine un samedi matin pendant qu'elle prenait sa douche. Je suis passé devant, j'ai vu que sa boîte mail était ouverte et je me suis arrêté. Je savais que je ne devais pas regarder, je savais que c'était une violation de la vie privée, mais après ce que j'avais vu, je n'en avais plus rien à faire de jouer franc jeu. J'ai rapidement fait défiler les messages envoyés, mes yeux s'arrêtant sur des noms que je ne reconnaissais pas. Puis je les ai trouvés. Des emails adressés à un certain David Thorne, remontant à près de 2 ans.
Les premiers étaient professionnels, discutant d'une collaboration marketing entre leurs entreprises, mais ils sont rapidement devenus personnels, puis intimes, puis explicites. Mes mains tremblaient pendant que je lisais message après message détaillant leur liaison, leur rendez-vous à l'hôtel, leur projet d'être un jour ensemble une fois le bon moment venu. Dans un email datant de 3 mois, Jennifer avait écrit « Je sais que je devrais me sentir coupable pour Daniel, mais honnêtement, il est tellement aveugle. Il voyage tellement qu'il remarque à peine mon absence. C'est un bon beau-père pour les enfants, je lui accorde ça. Mais je n'ai jamais ressenti avec lui la passion que je ressens avec toi. J'ai entendu l'eau de la douche s'arrêter à l'étage. » J'ai rapidement transféré une douzaine des emails les plus accablants vers mon compte privé, j'ai effacé l'historique du navigateur et je me suis éloigné de l'ordinateur au moment où Jennifer descendait, enveloppée dans une serviette. « Bonjour » a-t-elle dit joyeusement, comme si elle ne venait pas de détruire 4 ans et demi de ma vie. « Qu'est-ce que tu fais ? Je prépare juste du café » ai-je répondu calmement, ma voix ne trahissant rien. « Tu en veux ? » ?»« Oui, merci » a-t-elle dit, déjà distraite par son téléphone. Cet après-midi-là, pendant que Jennifer emmenait Lily à un anniversaire et que Brandon était chez un ami, je suis passé à l'action. J'ai préparé un unique sac de sport avec des vêtements, les documents essentiels, mon ordinateur portable et le disque de sauvegarde avec toutes les preuves que j'avais rassemblées. J'ai vidé la moitié de l'argent de notre compte courant commun, exactement ma part, et je l'ai transféré sur un compte personnel que j'avais ouvert la semaine précédente. Ensuite, je me suis assis et j'ai écrit une lettre. Courte, directe, définitive. Jennifer, je sais pour David, je sais pour la liaison, je sais pour l'argent que tu as volé dans nos économies. Au moment où tu liras ceci, je serai parti, mon avocate te contactera pour la procédure de divorce. N'essaie pas de me contacter. Entre nous, c'est terminé. Daniel, j'ai posé la lettre sur la table de la cuisine, à côté des clés de la maison et de mon alliance. Puis je suis sorti, je suis monté dans mon pick-up et j'ai quitté la seule maison que je connaissais depuis 4 ans et demi. Je n'ai pas regardé en arrière, j'ai roulé pendant 6 heures d'affilée ce jour-là. L'esprit engourdi, les mains fermes sur le volant. Je n'avais pas de destination précise au début. Je savais juste qu'il me fallait de la distance entre moi et cette maison, cette vie, cette trahison. Quelque part près de la frontière du Kentucky, je me suis arrêté sur une aire de repos et je me suis enfin laissé ressentir tout le poids de ce que je venais de faire. J'étais parti. J'étais vraiment parti. Après 4 ans et demi à essayer d'être l'homme dont Jennifer et ses enfants avaient des besoins, j'avais tourné les talons. Une part de moi se sentait comme un raté. Je me disais que j'aurais dû me battre plus fort, exiger des réponses, l'obliger à choisir. Mais une part de moi plus profonde et plus sage connaissait la vérité. Elle avait déjà choisi, bien avant que je ne découvre son secret. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis mon départ. 23 appels en absence de Jennifer, 17 SMS que je n'ai pas pris la peine de lire et 3 messages vocaux que j'ai supprimés sans les écouter. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire qui changerait ce que je savais. Rien qui me ferait faire demi-tour. Et puis j'ai vu un SMS de Lily. « Danny, tu es où ? Maman pleure et Brandon dit que tu ne reviendras jamais. S'il te plaît, rentre à la maison. Celui-là a failli me briser. Je suis resté assis dans mon pick-up sur cette aire de repos, à fixer les mots d'une petite fille de 8 ans qui ne comprenait pas pourquoi la seule figure paternelle qu'elle ait vraiment connue avait disparu sans lui dire au revoir. Mais je ne pouvais pas y retourner, ni pour elle, ni pour personne. Je me perdrais complètement si je restais. J'ai rédigé une réponse avec soin. « Je suis désolé, ma chérie. Je t'aime très fort, mais je ne peux pas revenir. Sois sage avec ta mère. Tu es la petite fille la plus adorable du monde. » Ensuite, j'ai bloqué le numéro de Jennifer. Froid peut-être, mais nécessaire. J'ai atterri dans les montagnes des Appalaches, dans l'est du Tennessee. Une petite ville appelée Crossville, par laquelle j'étais passé 3 ans plus tôt lors d'un voyage d'affaires. Il y avait quelque chose dans ces montagnes qui m'appelait. L'isolement, le calme, le sentiment de pouvoir tout recommencer dans un endroit où personne ne connaissait ni mon nom, ni mon histoire. J'ai trouvé un motel de long séjour à la périphérie de la ville. Rien d'extravagant, mais propre et bon marché. Le gérant, un homme buriné d'une 60aine d'années nommé Frank, n'a posé aucune question quand j'ai payé 2 semaines d'avance en espèces. J'ai passé les 3 premiers jours à peine sortir de cette chambre, commandant à manger, fixant le plafond, essayant d'assimiler l'implosion de mon mariage. Le 4e jour, je me suis forcé à sortir. Je ne pouvais pas me cacher éternellement. Il me fallait un plan. Il fallait que je trouve ce que j'allais faire ensuite. J'ai conduit dans les environs, me familiarisant avec le paysage. C'est là que je l'ai trouvé. Une petite caravane sur 2 hectares de terrain boisé, proposée à la location pour un prix que je pouvais facilement me permettre. Le propriétaire, un vétéran à la retraite nommé Carl Mitchell, m'a fait visiter la propriété le même après-midi. « C'est pas grand-chose » a dit Carl pendant que nous faisions le tour. « C'est une caravane de 18 mètres, la terrasse a besoin d'un coup de jeune, mais c'est solide. C'est calme ici, privé, un bon endroit pour un homme qui a besoin de se vider la tête. » « Comment savez-vous que j'ai besoin de me vider la tête ?» ai-je demandé.
Karl a eu un sourire entendu. J'ai déjà vu ce regard, je l'avais moi-même il y a une quinzaine d'années, quand mon ex-femme a décidé que l'herbe était plus verte ailleurs. J'ai passé 2 ans ici à me reconstruire. Il a montré d'un geste les montagnes qui s'élevaient au loin. Ces montagnes ont le don de guérir un homme s'il les laisse faire. J'ai pris l'endroit sur le champ, j'ai signé un bail au mois et j'ai emménagé le lendemain. C'était spartiate. Juste le strict nécessaire, mais c'était à moi. Aucun souvenir de Jennifer, aucun rappel de la vie que j'avais essayé de construire. Pas de fantômes qui hantent les recoins. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai établi une routine. Le matin, je me réveillais tôt, je préparais du café sur la petite cuisinière et je m'asseyais sur la terrasse à regarder le soleil se lever sur la ligne de crête. Le silence était profond, presque saisissant après des années passées à vivre avec le bruit constant de la vie de famille. Mais j'ai fini par en avoir besoin, de cet espace de calme où je pouvais réfléchir sans interruption. Je suis resté en contact avec mes clients à distance. Je leur ai dit que je gérais une situation familiale et que je travaillais temporairement d'un autre endroit. La plupart se sont montrés compréhensifs. Ceux qui ne l'ont pas été, je les ai laissés partir. Mon travail avait été mon identité pendant si longtemps. Mais maintenant, c'était juste un moyen de payer les factures pendant que je cherchais à découvrir qui j'étais censé être. Karl passait me voir de temps en temps, m'apportant du bois de chauffage ou s'arrêtant juste pour partager une bière et discuter. Il ne s'imposait jamais, ne posait jamais de questions directes sur les raisons pour lesquelles j'avais atterri ici, mais il offrait sa sagesse quand le moment s'y prêtait. La trahison change un homme, a dit Karl un soir alors que nous étions assis près d'un foyer qu'il m'avait aidé à construire. Ça te fait remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur les gens, sur toi-même. Mais ça clarifie aussi les choses, ça te montre de quoi tu es vraiment fait. De quoi je suis fait, ai-je demandé à moitié en plaisantant. Tu es encore en train de le découvrir, a répondu Karl. Mais tu ne t'es pas effondré. Tu n'as pas supplié, ni enragé, ni cherché à t'autodétruire. Tu es parti avec ta dignité intacte. Il faut une force que la plupart des hommes n'ont pas pour faire ça. Ces paroles se sont posées sur moi comme une couverture. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que partir n'était pas une faiblesse. Peut-être que c'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. 6 semaines après mon départ, les papiers sont arrivés. Jennifer avait demandé le divorce, ce qui ne m'a pas surpris, mais ses exigences, oui. Elle voulait la maison, toutes les parts, elle voulait la moitié de mon compte retraite. Elle voulait le maintien de la couverture d'assurance maladie pour elle et les 2 enfants. Elle a même eu l'audace de demander une pension alimentaire pour elle-même pendant 3 ans, le temps de sa transition. J'ai rencontré Patricia Reynolds, mon avocate, dans son bureau de Cleveland lors d'un de mes déplacements professionnels dans le Nord. Elle a examiné les documents d'un œil expert, l'expression neutre, mais le ton tranchant. « Elle va beaucoup trop loin », a dit Patricia d'un ton neutre. « Vous n'avez été mariés que 4 ans et demi. Il y a des preuves documentées d'infidélité de sa part et elle a détourné des fonds conjugaux. Nous pouvons contester la plupart de ses demandes. » « Je ne veux pas me battre, ai-je dit, me surprenant moi-même. Je veux juste que ce soit terminé. » Patricia m'a regardé attentivement. « Je comprends votre désir de clore le chapitre, Daniel, mais ne la laissez pas profiter de votre épuisement. Vous avez des droits ici. Nous avons négocié pendant des semaines. J'ai accepté de laisser la maison à Jennifer puisqu'elle lui appartenait avant notre mariage. J'ai accepté de couvrir l'assurance maladie des enfants pour une année supplémentaire, même s'ils n'étaient pas les miens biologiquement. Mais je me suis battu contre la pension alimentaire, sur les comptes de retraite, sur tout le reste. Début avril, nous avons conclu un accord qui me semblait aussi juste que possible dans cette situation. Le divorce serait prononcé dans les 60 jours. Pendant ce temps, la vie au Tennessee poursuivait son rythme paisible. J'avais commencé à faire des randonnées sur les sentiers locaux, me poussant physiquement comme je ne l'avais pas fait depuis des années. L'effort m'aidait à me vider l'esprit, m'aidait à dormir la nuit quand les pensées n'arrêtaient pas de tourner en boucle. Je croisais parfois d'autres randonneurs, on échangeait quelques banalités, mais je restais surtout dans mon coin. Un samedi matin de fin avril, j'étais sur un sentier particulièrement escarpé quand je suis tombé sur une femme qui galérait avec le pneu crevé de son VTT. Elle avait environ la trentaine, une silhouette athlétique, et jurait avec créativité contre ce pneu récalcitrant. « Besoin d'un coup de main ?» lui ai-je lancé. Elle a levé les yeux, le soulagement inondant son visage. « Je ne dirai pas non. » Ce truc me résiste depuis 20 minutes. Je me suis accroupi et je l'ai aidé à dégager le pneu. La conversation coulait naturellement pendant que nous travaillions. Elle s'appelait Amanda. Elle avait déménagé dans la région 1 an plus tôt, quittant Charlotte pour fuir son propre divorce chaotique et prendre un nouveau départ. « Il y a quelque chose avec ces montagnes », a dit Amanda alors que nous finissions. « Elles te donnent de l'espace pour respirer, tu vois ?»« Ouais », ai-je approuvé. « Je vois exactement ce que tu veux dire. » Nous avons fini par faire de la randonnée ensemble ce jour-là, parlant de nos vies, de nos erreurs, de nos espoirs pour la suite. Ce n'était pas romantique, c'était juste 2 personnes qui comprenaient ce que signifiait de devoir se reconstruire sur des ruines.
Mais ça faisait du bien de connecter avec quelqu'un, de se rappeler que tout le monde n'était pas menteur ou infidèle. Au cours des semaines suivantes, Amanda et moi sommes devenus amis. On se retrouvait pour des randonnées, on prenait un café au petit resto du coin, on partageait des histoires sur nos désastres respectifs. Elle ne m'a jamais mis la pression pour plus. Elle semblait comprendre que je n'étais pas prêt pour autre chose que de l'amitié. Et j'appréciais ça plus que je ne pouvais l'exprimer. Mais un après-midi de début mai, tout a de nouveau basculé. J'étais à la petite poste de la ville pour récupérer un colis quand j'ai vu Brandon, mon beau-fils, le gamin qui me détestait depuis le premier jour, debout devant une station-service de l'autre côté de la rue. Il avait l'air plus vieux, d'une certaine manière, plus dur. Son arrogance d'adolescent avait laissé place à quelque chose de plus calculateur. Il m'a vu, au moment même où je l'ai vu, nos regards se sont croisés de part et d'autre de la rue, et j'ai vu la reconnaissance passer sur son visage, immédiatement suivie par ce rictus familier. Il a commencé à marcher vers moi d'un pas décidé, et j'ai su que cette confrontation était inévitable. « Tiens, regardez qui voilà !» a dit Brandon en s'approchant, la voix dégoulinante de mépris. Le grand Daniel Harris, caché dans les montagnes comme un lâche. J'ai gardé une voix neutre. « Qu'est-ce que tu fais ici, Brandon ?»« Maman m'a envoyé te chercher, » a-t-il dit en croisant les bras, même si je lui ai dit que c'était une perte de temps. Quand on est un lâcheur, on reste un lâcheur, pas vrai ? Quelque chose en moi s'est rompu. Pas de la rage, mais de la clarté. Je ne vais pas entrer dans ce jeu avec toi. Quoi que ta mère veuille, elle peut passer par les avocats. Lily pleure tous les soirs en te réclamant, a lancé Brandon. Et pendant un instant, j'ai vu quelque chose de presque humain dans ses yeux. Mais ça, tu t'en fiches, pas vrai ? Tu ne penses qu'à toi. Ta mère a fait ses choix, ai-je répondu. J'ai fait les miens. C'est tout ce qu'il y a à dire. Brandon a ri amèrement. Ouais, continue de te répéter ça. T'es juste comme tous les autres types qui nous ont abandonnés. Au moins, mon vrai père avait l'excuse d'être un raté. C'est quoi la tienne ? J'ai regardé ce gamin en colère, cet adolescent qui avait passé des années à me détester, et je n'ai ressenti que de la pitié. J'espère que tu t'en sortiras dans la vie, Brandon. Vraiment. Mais j'ai fini d'être ton punching ball. Je me suis retourné et je suis parti. Je suis monté dans mon pick-up et je suis rentré à la caravane. Mes mains tremblaient, non pas de peur ou de colère, mais de la réalisation que j'avais enfin, véritablement, lâché prise. Voir Brandon, entendre ses accusations, rien de tout cela ne m'avait affecté comme ça l'aurait fait quelques mois plus tôt. Ce soir-là, Carl est passé avec un pack de 6 et nous nous sommes assis sur la terrasse pour regarder le coucher du soleil. « J'ai vu que tu avais eu de la visite plus tôt », a dit Carl d'un ton désinvolte. « Tout va bien ? Un fantôme du passé ?» ai-je répondu. « Mais les fantômes ne peuvent te faire du mal que si tu les laisses le faire. » Carl a hoché la tête avec approbation. « On dirait que tu apprends ? » Après 3 mois dans ma nouvelle vie au Tennessee, j'avais trouvé un rythme qui me semblait étonnamment viable. Le travail à distance était gérable. Les montagnes m'offraient des opportunités infinies de réflexion et de défis physiques. Et Amanda était devenue une véritable amie dont j'appréciais la compagnie sans complications. Je guérissais lentement mais sûrement. Et puis, mon père a appelé. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé depuis mon départ de l'Ohio. Juste quelques brefs coups de fil où je lui assurais que j'allais bien et que je gérais la situation. Mais cet appel était différent. Sa voix portait un poids que je ne lui connaissais pas. « Daniel, il faut que je te dise quelque chose », a dit mon père. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Je me suis assis sur ma terrasse. Le soleil du soir jetait de longues ombres à travers les arbres. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a pris une grande inspiration. « Ta mère n'était pas ma première femme. J'ai été marié avant, à une femme qui s'appelait Sandra. Nous avions 2 enfants avec elle, ces enfants d'une précédente relation. J'ai essayé d'être leur père. J'ai essayé de faire marcher les choses pendant presque 5 ans. J'ai senti quelque chose basculer dans ma poitrine. Je n'avais jamais su ça. Sandra avait une liaison, a continué mon père, la voix éraillée par une vieille douleur. Avec son ex-mari, le père biologique des enfants. Il faisait des allers-retours en prison, il n'était pas fiable, mais elle retournait toujours vers lui. Je l'ai découvert, j'ai essayé de sauver les meubles pour le bien des enfants, mais j'ai fini par réaliser que je me tuais à essayer de sauver quelque chose qu'elle avait déjà détruit. « Alors, tu es parti ?» ai-je demandé doucement. « Je suis parti », a-t-il confirmé. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Ses enfants, surtout la plus jeune, elle était attachée à moi. Elle m'appelait papa. Lui briser le cœur en partant a failli me briser moi aussi. Mais rester m'aurait détruit complètement. Je suis resté assis là, tenant le téléphone. Les larmes coulaient sur mon visage. « Pourquoi tu me racontes ça maintenant ? Parce que je te vois traverser la même chose. Et je veux que tu saches que partir n'est pas une faiblesse. Tu n'es pas un lâche. Parfois, la chose la plus forte qu'un homme puisse faire est de s'éloigner d'une situation qui le tue, même si cela implique de blesser des gens auxquels tu tiens. J'ai rencontré ta mère 2 ans après avoir quitté Sandra. J'ai construit une vraie vie. Tu avais trouvé le bonheur, le vrai ? Tu le trouveras aussi, mon fils.
Nous avons parlé pendant encore 1 heure, lui partageant des détails qu'il avait gardés enfouis pendant des décennies. Moi, comprenant enfin d'où me venait cette force de partir. C'était dans mon sang, cette capacité à choisir l'instinct de conservation plutôt que le martyre. Après avoir raccroché, je suis resté assis sur cette terrasse jusqu'à la tombée de la nuit. J'assimilais cette révélation. Mon père avait suivi le même chemin que moi, avait fait le même choix impossible et avait survécu pour construire quelque chose de meilleur. S'il avait pu le faire, moi aussi. Le lendemain matin, j'ai reçu un email de Patricia. Le divorce était finalisé. Jennifer avait signé un accord de règlement et à partir de ce moment-là, nous n'étions légalement plus mariés. J'ai ressenti un soulagement mêlé d'une tristesse résiduelle, mais surtout, je me sentais libre. J'ai transféré l'email à Amanda avec un simple message « C'est fait ». Elle s'est pointée à ma caravane 1 heure plus tard avec une bonne bouteille de whisky et 2 verres. Nous nous sommes assis sur la terrasse, nous avons trinqué au fin et au nouveau départ et nous avons parlé de la suite. « Tu vas rester ici ?» a demandé Amanda. « Pour le moment ?» ai-je répondu. « Peut-être de façon permanente, j'aime bien le calme, j'aime bien qui je deviens ici. Tant mieux » a-t-elle dit en trinquant avec moi. « Les montagnes te vont bien. » Cet après-midi-là, Karl est passé avec une nouvelle inattendue. « J'ai un pote qui vend un bout de terrain à environ 15 km d'ici, » a-t-il dit. 6 hectares, il y a une petite maison qui a besoin de travaux, mais les fondations sont solides. Un ruisseau la traverse, des vues incroyables. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Je suis allé voir le lendemain. Et dès l'instant où j'ai posé le pied sur cette propriété, j'ai su que c'était là que j'allais reconstruire. Pas juste une échappatoire temporaire, mais des fondations permanentes pour la vie que j'allais bâtir ensuite. J'ai fait une offre la semaine même. Mais juste au moment où je pensais avoir définitivement tourné la page, le passé m'a rattrapé. J'ai reçu une lettre transférée depuis mon ancienne adresse dans l'Ohio. Elle était de Lily, écrite avec une écriture soignée de petite fille de 8 ans. « Chère Dani, tu me manques beaucoup. Maman dit que tu ne reviendras pas, mais j'espère que si. Brandon dit que tu es parti parce que tu ne nous aimais pas, mais je ne le crois pas. J'ai toujours le trophée de foot que tu m'as donné. Je le regarde tous les soirs et je me souviens de l'époque où tu entraînais mon équipe. Je t'aime. S'il te plaît, réponds-moi. Amour, Lily. » Je suis resté assis là à relire cette lettre encore et encore, mon cœur se brisant et guérissant simultanément. Je ne pouvais pas y retourner, mais je ne pouvais pas non plus l'ignorer. Alors, je lui ai répondu. Je lui ai expliqué avec soin, avec des mots qu'une enfant de 8 ans pouvait comprendre, que parfois les adultes doivent y faire des choix difficiles, que je l'aimais vraiment, mais que je ne pouvais plus faire partie de sa famille, et qu'elle devait continuer à être la petite fille extraordinaire qu'elle était. J'ai posté la lettre le lendemain, sachant que c'était probablement une erreur, mais incapable de laisser sa lettre sans réponse. Fin juin, j'avais acheté la propriété que Karl m'avait montrée et j'avais commencé à rénover la petite maison qui s'y trouvait. Le travail était thérapeutique, il me donnait quelque chose de tangible à construire pendant que je me reconstruisais intérieurement. J'avais engagé des entrepreneurs locaux pour les grosses réparations structurelles, mais je faisais une grande partie des travaux d'intérieur moi-même. Peinture, ponçage des parquets, remplacement des installations. Amanda m'aidait quand elle le pouvait, et notre amitié s'était transformée en quelque chose de plus profond, même si nous y allions doucement. Aucun de nous n'était prêt à se précipiter. Nous portions tous les deux les cicatrices de nos divorces respectifs, mais il y avait là le potentiel pour quelque chose de vrai quand le moment serait venu. Un samedi matin de début juillet, j'étais en train de remplacer la rambarde de la terrasse de ma nouvelle maison quand une voiture s'est engagée dans la longue allée. Je n'ai pas reconnu le véhicule, mais quand la portière s'est ouverte et que Jennifer en est de sortie, mon estomac s'est noué. Elle avait l'air différente, plus maigre, plus âgée d'une certaine façon, les cheveux plus courts que dans mes souvenirs. Elle est restée là un instant à me fixer avant de s'approcher. « Bonjour Daniel », a dit Jennifer, la voix hésitante. J'ai posé mes outils et je m'essuyais les mains sur mon jean. « Qu'est-ce que tu fais ici, Jennifer ? Il faut que je te parle, a-t-elle dit. Je te cherche depuis des semaines. Brandon m'a dit où tu étais, mais j'ai dû engager un détective privé pour trouver cet endroit précis. Nous n'avons rien à nous dire, ai-je répondu calmement. Le divorce est finalisé. Tout est réglé. Pas tout, a dit Jennifer, les larmes aux yeux. J'ai fait une terrible erreur. Daniel m'a quitté il y a 2 mois quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Il a dit qu'il n'était pas prêt pour ce genre d'engagement. J'ai perdu mon travail parce que la liaison violait le règlement de l'entreprise. La maison va être saisie parce que je ne peux plus payer le prêt toute seule, tout s'effondre. J'ai regardé cette femme qui avait été ma femme mais qui m'avait trahi sans hésitation et qui se tenait maintenant sur ma propriété pour demander quoi ? De la compassion, de l'aide, une seconde chance. Je suis désolé que tu sois dans cette situation, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Mais ce n'est plus mon problème. Je sais que je t'ai fait du mal, a continué Jennifer en faisant un pas en avant. Je sais que j'ai détruit ce qu'on avait,
Mais j'ai commencé une thérapie, je travaille sur moi, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai saboté tout ce qu'il y avait de bien dans ma vie. Je veux arranger les choses. Tu ne peux pas arranger les choses, ai-je dit fermement. Ce qui est fait, est fait. Lily ne te manque pas ? A demandé Jennifer. Et là j'ai vu la manipulation immédiatement. Elle pleure pour toi constamment. Elle ne comprend pas pourquoi tu l'as abandonnée. Je ne l'ai pas abandonnée, ai-je dit, la voix se durcissant. J'ai quitté un mariage où j'étais trompé et volé. Il y a une différence. Le visage de Jennifer est passé de la supplication à la colère. Alors c'est ça ? Tu vas juste te cacher ici dans les montagnes en prétendant que tu n'as jamais eu de famille ? Je n'ai jamais eu de famille avec toi, ai-je répondu froidement. J'en avais l'illusion. Tu t'en es assuré quand tu as passé 2 ans à coucher avec un autre homme. J'ai fait des erreurs, a crié Jennifer. Les gens font des erreurs, mais tu es censé te battre pour ton mariage, pas juste t'enfuir comme un lâche. Quelque chose a lâché en moi. Un lâche ? Ai-je dit, la voix basse et menaçante. J'ai passé 4 ans et demi à me battre pour un mariage que tu avais déjà abandonné. J'ai élevé tes enfants pendant que tu envoyais des SMS à ton amant. Je me suis décarcassé au travail pour subvenir aux besoins d'une famille que tu trahissais tous les jours. Ne t'avise pas de me traiter de lâche pour avoir enfin eu assez de respect pour moi-même pour partir. Jennifer a ouvert la bouche pour répondre, mais je n'avais pas fini. Tu veux parler d'erreur ? Très bien. Ton erreur a été de penser que je serais assez stupide pour rester. Ton erreur a été de sous-estimer ma capacité à survivre sans toi. Ton erreur est venue jusqu'ici en pensant que je céderais parce que tu galères avec les conséquences de tes propres choix. Je t'en prie, a dit Jennifer, la voix brisée. Je n'ai nulle part d'autre où aller. Les enfants ont besoin de stabilité. Lily a besoin de toi. Lily a besoin d'une mère qui prend de meilleures décisions, ai-je dit. Et tu as besoin d'apprendre à vivre sans te servir de moi comme filet de sécurité. Entre nous, c'est terminé, Jennifer, définitivement. J'ai tourné la page et tu dois faire pareil. Tu as tourné la page ? A demandé Jennifer en plissant les yeux, observant ma propriété. Il y a déjà quelqu'un d'autre ? Ça ne te regarde pas, ai-je répondu. Mais oui, je construis une nouvelle vie. Une vie qui n'inclut ni toi, ni tes drames. Jennifer m'a regardé fixement pendant un long moment et j'ai vu la réalisation l'envahir. Je pensais chaque mot. Elle n'allait pas me manipuler, n'allait pas me faire culpabiliser, n'allait pas se faufiler à nouveau dans ma vie. J'espère que tu es heureux, a-t-elle fini par dire, l'amertume dégoulinant de chaque syllabe. J'y travaille, ai-je répondu. Maintenant, quitte ma propriété et ne reviens pas. Elle a tourné les talons et monté dans sa voiture et est partie sans un mot de plus. Je suis resté là à regarder jusqu'à ce que sa voiture disparaisse au bout de l'allée, puis je me suis assis sur les marches de la terrasse, les mains tremblantes à cause de l'adrénaline. Karl est apparu du coin de la maison quelques minutes plus tard. Il travaillait de l'autre côté du terrain et avait clairement tout entendu. « Tu as bien géré ça ?» a dit Karl en s'asseyant à côté de moi. « Vraiment ?» ai-je demandé, soudain incertain. « Tu as fixé des limites ? Tu ne l'as pas laissé te manipuler. Tu as tenu bon ? C'est exactement ce que tu devais faire. » Karl m'a tendu une bouteille d'eau. Elle réessayera un jour où elle enverra les enfants pour essayer. Ils le font toujours. Mais reste ferme. Tu as mérité ta tranquillité. J'ai hoché la tête en buvant l'eau, laissant ces mots faire leur chemin. Il avait raison. J'avais mérité cette tranquillité et je n'allais l'abandonner pour personne. Près de 2 ans s'étaient écoulés depuis que j'étais parti en silence après avoir découvert la liaison de Jennifer. La propriété de montagne que j'avais achetée était passée de maison à retaper à un véritable foyer, un endroit qui reflétait l'homme que j'étais devenu plutôt que l'homme que j'avais essayé d'être. Amanda et moi nous étions rapprochés au fil des mois, notre amitié évoluant naturellement vers quelque chose de plus profond. Nous y étions allés doucement, portant chacun nos cicatrices, mais au printemps de la 2e année, elle avait emménagé avec moi. C'était juste d'une manière que mon mariage avec Jennifer n'avait jamais été. Honnête, égal, construit sur la vérité plutôt que sur des illusions. Je travaillais sur la grange un samedi après-midi pour la transformer en atelier quand une voiture est apparue au bout de ma longue allée. Mon estomac s'est noué de cette appréhension familière, m'attendant à revoir Jennifer. Mais quand la portière s'est ouverte, c'est Lily qui est sortie. Elle avait 10 ans maintenant, elle était plus grande et ses traits étaient de plus fins, mais elle avait toujours cette douceur dont je me souvenais. Une femme plus âgée que je ne connaissais pas, probablement sa grand-mère, se tenait à côté de la voiture et observait. « Dani ?» a appelé Lily, hésitante. J'ai posé mes outils et je me suis avancé vers elle, le cœur battant à tout rompre. « Salut Lily, je n'étais pas sûre que tu te souviennes de moi », a-t-elle dit d'une petite voix. « Bien sûr que je me souviens de toi », ai-je répondu en m'accroupissant à sa hauteur. Comment pourrais-je oublier la meilleure joueuse de foot que j'ai jamais entraînée ? Elle a souri, les larmes aux yeux. « Je voulais te voir. Mamie a dit qu'elle m'amènerait si je promettais de ne pas te demander de revenir. » C'était intelligent de sa part, ai-je dit doucement. Nous nous sommes assis sur les marches du porche et elle m'a parlé de l'école, de ses amis, de sa nouvelle équipe de foot. Elle n'a pas beaucoup parlé de Jennifer et je n'ai pas posé de questions.
Au bout d'une heure, sa grand-mère l'a appelé. « Est-ce que je peux t'écrire parfois ?» a demandé Lily en se levant pour partir. « Ça me ferait très plaisir », ai-je répondu en lui donnant mon adresse email. Pendant que je les regardais s'éloigner, Amanda est sortie et s'est tenue à côté de moi. « Ça va ?»« Ouais », ai-je dit, surpris de réaliser que c'était vrai. « Je crois que oui. Ce soir-là, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne connaissais pas. C'était de Jennifer, mais le ton était différent de ses précédents messages désespérés. Elle s'était fait aider, suivait une thérapie, avait trouvé un emploi dans la gestion de la vente au détail. L'enfant de David, une fille, était en bonne santé. Elle ne demandait rien, elle voulait juste me faire savoir qu'elle essayait de faire mieux. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. 4 mois après la visite de Lily, ma vie avait trouvé un équilibre que je ne m'attendais pas à connaître un jour. Un véritable épanouissement. Amanda et moi nous étions fiancés lors d'une soirée tranquille sur notre porche, en regardant le soleil se coucher sur les montagnes. Pas de drame, pas de grands gestes, juste 2 personnes qui s'étaient retrouvées après leurs tempêtes respectives et avaient décidé de construire quelque chose de vrai ensemble. Carl était devenu comme un membre de la famille, passant la plupart des soirs pour voir l'avancement des différents projets ou partager une bière en discutant. Mon travail avait évolué lui aussi. Je m'étais constitué une clientèle suffisante au Tennessee pour ne plus avoir à voyager qu'en de rares occasions, gérant l'essentiel de mes affaires par appel vidéo et de courts déplacements régionaux. Un après-midi de fin d'automne, je suis allé en ville pour faire des courses et je suis tombé sur quelqu'un que je n'aurais jamais cru revoir. Brandon. Il se tenait devant un café, l'air mal à l'aise, comme s'il attendait quelqu'un. Quand il m'a vu, son habituel rictus de mépris avait disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de l'incertitude. « Daniel », a-t-il dit quand je me suis approché. « Brandon », ai-je répondu d'un ton neutre. « On peut se parler ?» a-t-il demandé. « Juste une minute ?» Nous nous sommes assis à une table en terrasse. L'air d'octobre était vif et frais. Brandon faisait plus vieux que ses 18 ans. Plus usé par la vie qu'aucun adolescent ne devrait l'être. « Je voulais m'excuser », a dit Brandon, les mots manifestement difficiles à sortir. « Pour la façon dont je t'ai traité. Pour avoir couvert maman, pour tout. » Je l'ai observé attentivement. « Qu'est-ce qui a changé ? Je suis à la fac maintenant et je vise avec mon vrai père, » a dit Brandon. Voir comment il est, comment il traite les gens, ça m'a fait réaliser ce que tu essayais de faire. Tu essayais d'être un bon beau-père et j'ai rendu ça impossible. Ta mère a rendu ça impossible, ai-je corrigé doucement. Tu n'étais qu'un gamin coincé au milieu. Quand même, a dit Brandon, tu méritais mieux. Lily parle tout le temps de toi, elle t'aimait vraiment. Je l'aimais aussi, ai-je admis, et je l'aime toujours d'une certaine façon. Mais je ne pouvais pas rester dans cette situation. Je comprends maintenant, a dit Brandon. Bref, je voulais juste dire que je suis désolé, et merci d'avoir essayé. Après son départ, je suis resté assis un moment, sentant quelque chose basculer en moi. Du pardon peut-être, ou juste l'acceptation du fait que tout le monde faisait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Ce soir-là, Amanda m'a trouvé sur le porche, les yeux fixés sur les montagnes. « Tu penses trop fort », a-t-elle fait remarquer. « Je réfléchis juste », ai-je dit en l'attirant contre moi. « Au chemin que j'ai parcouru. »« Que nous avons parcouru » a-t-elle corrigé. « Que nous avons parcouru » ai-je approuvé. En repensant au passé, je comprenais pourquoi j'étais parti en silence après avoir découvert la liaison de ma femme, après 4 ans et demi de mariage. Certains hommes seraient restés, auraient combattu pour sauver quelque chose de déjà détruit. Mais je m'étais choisi moi, j'avais choisi ma dignité, j'avais choisi la possibilité d'un bonheur réel plutôt que la certitude d'une misère prolongée. Les montagnes m'avaient guéri. Amanda m'avait montré à quoi ressemblait un vrai partenariat. Et en trouvant la force de partir, j'avais trouvé la force de construire quelque chose de meilleur. Alors que la nuit tombait sur les collines du Tennessee, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une paix totale avec mes choix et un espoir sincère pour demain. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez
Мне Москов хотел, короче, погуглить перед стримом, законен ли он вообще в России. Нихуя он не законен. Goodbye, goodbye, да. Я говорю, я сам все в Майнкрафт сегодня вообще не планирую играть. Тем более, у меня завтра, послезавтра выходной от стримов. Блин, я покрутился, а ты... Опять же, это незаконно. Яуди! Раньше были такие легенды-школьники. Какие? Зачем? Я вот сейчас вспоминаю, а делал ли я хоть раз домашку по литре? Ну, стихи какие-то учил, помню, и все. Принципиально ни разу не сделал то, что там просто почитать. Ничего, нормально, кстати, русский хорошо сдал. Да, ты сможешь. Ты веришь мне? Вообще, короче, Пози Прайм смотрели и крутую. Нет. В мое время никто не знали все, что это такое. Ошку смотрели во все времена. Бля. Да. Куцо с удочкой. Да, может поймаю хоть один. Да, поймал. А, кстати, тут еще он есть кто-то. И все потому что я убит. Так.